Silence plateau, moteur. Ça tourne et action! Bienvenue dans Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son. Au programme du jour, le framerate. Alors le framerate, c'est l'une des 3 normes que l'on doit prendre en compte, que l'on doit régler, qu'il s'agisse d'une séquence de montage ou d'une composition dans After Effects ou toute autre, on va dire, création dans un logiciel de compositing ou de montage. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va regarder le framerate, c'est-à-dire la cadence d'image, dans un deuxième temps, la résolution, et dans un troisième temps, le codec. Ce sont vraiment les 3 normes importantes à connaître et qui vont faire la différence entre quelqu'un qui va faire de la création audiovisuelle de manière amateur, donc c'est-à-dire que si on prend des apps de montage, alors vous allez dire que je l'ai toujours dans le collimateur, mais si on prend du CapCut, si on prend du Premiere Pro, enfin du Premiere Rush, on se pose pas la question en fait du codec, du framerate, donc c'est vraiment des questions basiques qui vont être est-ce que je suis en mode vertical, est-ce que je suis en mode carré ou en mode horizontal. Quand on fait de la post-production à niveau professionnel, donc c'est-à-dire, on va prendre un terme qui est le mot broadcast, ce qu'on va regarder dans un premier temps, hormis les rushs, hormis nos éléments, nos sources, nos fichiers de création, par exemple sur un logiciel de compositing, la première question qu'on va se poser, c'est-à-dire dans quelle taille, quel va être le framerate, et quel sera son codec pour préserver la qualité. Et n'oubliez pas que le framerate aussi a une importance au tournage. Voilà. Dans l'épisode précédent, on a fait l'histoire du montage, et l'histoire du montage est intimement liée à la création du cinématographe, à la diffusion, et donc à la prise de vue. Donc, on va repartir un petit peu du début. Donc le cinéma, on a tendance à dire, parce que voilà, le point de départ c'est le cinéma, hein, la télévision et le web sont arrivés après, les plateformes de VOD et ainsi de suite. Le point de départ c'est le cinéma, et le cinéma découle de la photographie. Voilà, c'est pour ça que quand vous prenez un bout de pellicule, si on prend une seule image, un morceau de cette pellicule, on parle de photogramme. Donc ça vient de la photo. Et la force de la photo, ou du moins la contrainte de la photo, c'est on va figer un mouvement, on va figer une action, et essayer de la rendre la plus lisible et immédiate possible. Donc ça, c'est pour la photographie. Et la photographie, bien entendu, découle de la peinture. Voilà. Je ferai un épisode dédié, en fait, au cadre, au punctum, aux lignes de force, mais pour l'instant, on va se concentrer, du coup, sur la cadence d'image. Et effectivement, le cinéma, lui, c'est un nombre de photos à la seconde. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle de vidéo, on parle de mouvement, mais ce mouvement est dû à un trucage, un truchement, qui est lié à l'incapacité que nous avons en tant que mammifères de voir qu'on nous envoie à une certaine vitesse une suite d'images fixes. C'est ça le nerf de la guerre. Donc, pourquoi on a cette incapacité ? Donc ça va être lié en fait à nos yeux. Donc on va avoir ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Donc la persistance rétinienne c'est quoi ? C'est-à-dire que si je regarde longtemps une source lumineuse, elle reste plus ou moins imprimée sur mon œil. Alors c'est pas non plus du décalcomanie, mais c'est le phénomène qu'on peut avoir quand on regarde le soleil en fait. Pendant un moment on est légèrement ébloui parce que ça reste figé sur la rétine. Donc il y a cette persistance rétinienne. Il va y avoir aussi la vision périphérique, c'est-à-dire que le cerveau va, si vous regardez à un moment donné tout droit, on n'a pas un champ de vision non plus qui est celui d'un grand angle, ou comme certains mammifères marins, comme les poissons, on ne voit pas à 180 degrés, mais le cerveau va essayer de reconstituer en fait l'information. Donc on a vision périphérique, persistance rétinienne, et donc une incapacité en fait à voir, si on envoie suffisamment, enfin rapidement un nombre d'images, à voir que ce sont des images fixes. Du coup, on a l'illusion du mouvement. C'est là-dessus que vont se baser les premiers travaux en fait de diffusion, de projection, c'est-à-dire que en dessous d'un certain nombre d'images, on va avoir un effet de saccade, c'est-à-dire qu'on va sentir une sorte de butée dans le mouvement.
au-dessus d'un certain nombre d'images, ça va être fluide. Donc tout le travail qui a été fait à l'époque, en termes de diffusion, pour avoir un mouvement fluide, c'est d'élaborer à partir de quel nombre d'images par seconde on obtient l'illusion de la vie en vidéo, l'illusion de la vie au cinéma, c'est-à-dire le mouvement. Voilà. Et on se rendra compte que ça démarre à partir de 24. Voilà pourquoi, au cinéma, par exemple, la cadence d'image qui est liée à la pellicule de départ est de 24. Et du coup, c'est assez, on va dire, pratique de se dire que une seconde de vidéo, une seconde de défilement au cinéma en pellicule, c'est 24, parce que du coup, c'est un nombre pair. Ça nous permet, si on veut découper, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de table de montage virtuelle, c'est-à-dire d'ordinateur, de software, on n'avait pas encore les tables de montage analogiques qui apparaîtront au milieu du siècle dernier. On faisait ça, du coup, au départ au ciseau, après ça sera remplacé par une lame de rasoir intégrée aux tables de montage analogiques, mais on coupait ça au ciseau, et c'est vrai que 24 c'est pair, donc une demi-seconde ça fait 12. Donc voilà, donc déjà on a ce point de départ de se dire que le mouvement existe à 24 images par seconde. Alors, pourriez vous poser la question de, dans ce cas-là, si on augmente en fait le framerate, donc je rappelle, le framerate c'est le nombre d'images par seconde, c'est la cadence d'image, c'est de plus en plus fluide, et vous auriez pas tort, effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on ne l'a pas augmenté dès le départ, c'est que en tournage, à l'époque, c'est de la pellicule. Et la pellicule, c'est du celluloïd, et ça coûte une blinde. Donc, voilà la raison première pourquoi historiquement on est toujours resté, quand on a des tournages en 35 mm, 70 mm pellicule, on est toujours resté à un nombre de 24 images par seconde, parce que la pellicule coûtant cher à la fabrication, ça permettait aussi d'économiser sur le nombre de plans et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'il est plus aisé de multiplier les plans, d'aller chercher un budget pour un peu plus de pellicule en 24 que ce qu'on aurait en fait en 48 ou autre. Mais ça on y reviendra. Donc on a ce point de départ en 24. Mais cette expérimentation sur la saccade, donc comment on a pu l'obtenir, ils se sont basés aussi sur des choses qui remontent à la Renaissance italienne. Ce qu'on a appelé notamment la camera oscura, donc la caméra obscure, qui est l'ancêtre de quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les chambres à coucher de tous les enfants, c'est-à-dire le kaléidoscope. Et cette œuvre, ou du moins ce procédé, le kaléidoscope, était très utilisé donc, pendant la Renaissance italienne, à l'époque des Lumières, et je vous inviterai à aller chercher ce terme en fait sur internet, et vous verrez qu'il s'agissait d'une boîte, à l'image de ce jouet Play School qu'on retrouve dans les chambres d'enfants et qui projette une image au plafond, c'est le même procédé. Et à l'intérieur, on y dessinait l'avancée d'un personnage. Alors historiquement, c'est souvent un monsieur, pour le XVIIIe siècle, c'est souvent un gentleman qui enlève son chapeau et qui le remet et qui marche en même temps. Et plus on fait naviguer en fait ce plateau rehaussé sur les côtés d'un nombre de 24 images progressives, plus on le fait tourner vite et plus l'image est fluide. Donc toutes ces expérimentations des siècles précédents amènent à cette cadence de 24 images par seconde. Voilà. Donc ça, gardez bien en tête que ça c'est pour le cinéma. Et ces 24 images par seconde ont été conservées avec le temps, malgré le fait qu'aujourd'hui, n'importe quel film que vous allez voir au cinéma n'est pas forcément projeté en pellicule. Maintenant, c'est très minoritaire. Il n'y a que des cinéastes naturalistes comme Christopher Nolan ou même Tarantino qui optent pour des technologies de captation de type caméra IMAX pellicule pour projeter des films en 70 mm notamment. Donc aujourd'hui, le 24 appartient, ce 24 images par seconde, appartient essentiellement au cinéma. Et quand je dis cinéma, je parle aussi cinéma d'animation. C'est pour ça aussi que toute composition sur After Effects, ou on pourrait prendre d'autres logiciels comme TV Paint par exemple, ou Animate, pour de l'animation tradie en 2D, se fera en fait sur des normes en 24.
parce que l'animé, voilà, s'il est projeté au cinéma, gardez toujours cette idée-là en tête, plutôt que cette tête-là. Gardez cette idée-là en tête, c'est-à-dire que toute diffusion qui a pour but d'être projeté au cinéma, se doit d'être dans un framerate de 24 images par seconde. Même si dans les cinémas, pour les publicités qui ouvrent, notamment la projection des films, des séances, on a différents types de projecteurs pour pouvoir projeter des choses qui sont plus institutionnelles dans un autre nombre d'images par seconde. Il est préférable de faire correspondre en fait votre framerate à celui de la diffusion cinéma. Donc moi, à chaque fois que j'ai eu bossé pour de la publicité qui allait se retrouver en fait dans des cinémas de chez Pathé ou de chez la gamme CGR, à chaque fois dans les normes, je respectais résolution, framerate et codec. Donc ça, c'est très très important. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc c'est-à-dire, cette cadence d'image est à 24 quand on est au cinéma. Mais l'autre question qui pourrait subvenir, c'est qu'en est-il de la télévision et qu'en est-il du web? Parce que gardez en tête que le marché, en fait, voilà, tel qu'il est, c'est-à-dire le marché de distribution d'une œuvre audiovisuelle, dans un premier temps, en tête de liste, on va avoir le cinéma. Dans un deuxième temps, nous avons la télévision. À l'époque, il y avait le marché de la vidéo, donc maintenant qui a été remplacé par les plateformes de VOD, donc ça reste de la télévision. Et dans un troisième temps, on a le web. Voilà, vous avez trois zones de distribution des œuvres audiovisuelles, hein, qu'elles soient en 2D, en 3D, ce que vous voulez, en fait, hein, prise de vue réelle, ou traditionnelle 2D animatique. Donc, pour le cas de figure de la télévision, c'est pas aussi simple. C'est pour ça que c'est très important dans vos logiciels de bien comprendre qu'à un framerate, qu'à une cadence d'image, correspond une norme de diffusion et qu'elle est peut-être pas celle du pays dans lequel vous fabriquez du coup votre produit. Donc le cinéma, c'est unifié. Donc c'est-à-dire que un projecteur cinéma va être le même aux États-Unis, et il va être le même en France, qui va être le même au Japon. On va avoir en fait, comme ce sont des salles de cinéma, dites-vous bien si on devait le représenter, c'est le même écran de télé, un peu partout en fait. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en ce qui concerne les écrans de télévision eux-mêmes, la télévision, les normes de diffusion, les régies, c'est pas la même chose. Donc c'est un petit peu comme le mythe de la tour de Babel, si vous aimez bien, qui explique pourquoi on parle différentes langues à travers le globe. Donc alors vous pourriez vous dire, ils auraient pu unifier aussi. Ça forcément, mais là il faut remonter à une histoire qui date de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-Seconde Guerre mondiale, de la reconstruction, et effectivement, à cette époque-là, va émerger le poste de télévision, et le poste de télévision, on va adapter l'image, donc la taille de l'image et la cadence d'image, aux moyens de diffusion de la télévision, qui ne sont pas ceux du cinéma. Cinéma, rappelez-vous, c'est un projecteur soit pellicule, soit un projecteur mécanique, soit un projecteur numérique. La télévision, c'est quoi? C'est un faisceau qui est émis de manière hertzienne, donc c'est des ondes radio en fait, qu'on reçoit avec un râteau. Donc si vous voyez un râteau, voilà, pour les plus jeunes qui m'écoutent, le râteau c'est pas une pigeonnière en fait, hein, sur la toiture d'une maison, ça sert vraiment à réceptionner. Donc les ondes, voilà, qui sont codées d'une certaine manière, donc on appelle hertziennes, voilà, avec une fréquence, qui sont codées par et émises en fait par les studios de télévision, les grandes chaînes en fait, hein, donc on va pas les citer, mais je vous prends l'exemple, le groupe M6, France Télévisions pour la France, et ainsi de suite. Il y avait même Canal+ à l'époque qui émettait par ce système-là, mais lui du coup encrypté. Donc ils vont émettre ce faisceau va être reçu par le râteau, et derrière, à l'époque, le système, on n'était pas sur des écrans LCD plasma, c'était des écrans à tube cathodique. Et le tube cathodique, voilà, vous pourrez regarder sur internet, si vous le mettez de profil, alors moi j'ai grandi avec des tubes cathodiques, j'en ai même ouvert pour voir, c'est ce qu'on appelle un canon à électrons. C'est ce si on le regarde de profil et qu'on l'ouvre, ça ressemble à un œil en fait. La dalle devant, c'est la rétine, et tout le reste en fait ressemble à l'œil humain. De toute façon, l'homme, voilà, l'être humain, quand il crée des choses qui lui ressemblent. Pensez à l'électricité avec les prises mâles et femelles, par exemple. Donc, effectivement, c'est un canon à électrons qui va allumer des diodes à une certaine vitesse, voilà, et à une certaine fréquence, et l'écran se rafraîchit à une certaine fréquence, et c'est aussi la naissance du premier type de compression à l'époque,
C'est-à-dire que, oui, à un moment donné, le faisceau, on ne peut pas l'élargir, même si c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ce faisceau, on ne va pas pouvoir l'élargir. Représentez-vous-le tel que votre câble RJ45 Ethernet, par exemple, voilà, où il y a des catégories et vous avez un nombre de mégabits ou de gigabits, voilà, donc c'est pas extensible, il faut changer de câble. Donc là, on imagine que ce faisceau, c'est ce câble-là, et il n'est pas extensible, mais par contre, on prévoit qu'on va y mettre beaucoup plus de choses, en termes, par exemple, de chaînes de télévision. Avec l'ORTF, on a commencé, dès le départ, il y avait une chaîne, l'ORTF, on en a mis 3, après on en a eu 6, et ainsi de suite. Donc, ce faisceau-là n'est pas extensible, donc il faut trouver un moyen de pouvoir compresser le signal, quand on dit compresser, c'est-à-dire réduire le signal, et on n'est pas à l'ère du numérique. Donc on se base une nouvelle fois sur l'incapacité de l'œil humain à avoir une suite d'images. Et dans le cas qui était celui de l'époque, on se dit plutôt que d'envoyer des images complètes, on va séparer l'image, voilà, une image fixe par exemple en ligne. Donc sur le tube cathodique, on appelait ça des luminophores. C'est légèrement, si on le compare par rapport à un pixel, c'est légèrement déformé par le haut. Et c'était des diodes en fait, donc un peu déformés, et séparés en 3 couleurs, voilà ce qu'on appelle le rouge, vert, bleu, c'est de là que vient le RVB pour le signal vidéo. Et donc on a ces diodes, et ces diodes c'est des lignes de diodes sur l'écran, hein, donc, et on va les séparer en lignes et les éclairer une fois sur deux, voilà. Donc ça veut dire qu'on envoyait des demi-images, mais pas des moitiés d'images, mais comme l'image était séparée en lignes, et c'est de là que viendra le format, on le verra dans un prochain épisode, le format SD-PAL 720 par 576, qui sont autant de pixels que de lignes. Voilà, donc on peut séparer. Donc on a séparé de manière horizontale ou verticale. Alors au début c'était horizontal, on a séparé en nombre de lignes et on les affichait une fois sur deux. Et ce système-là, on a appelé ça un signal entrelacé. C'est ce qu'on appelle l'entrelacement. C'est-à-dire que sur un fichier aujourd'hui numérique qui serait entrelacé, si vous avez une personne qui a des lunettes ou une chemise à carreaux, par exemple, c'est bien visible, et vous faites une pause sur votre vidéo sur n'importe quel player, vous verrez qu'il y a une forme d'escalier, en fait. Sur les lignes droites, ça veut dire qu'il manque une ligne, voilà, à chaque fois, pour avoir un trait plein. Donc c'est ça l'entrelacement. Donc, on va envoyer des demi-images, donc on divise quasiment le signal par deux, et comme nous, mammifères, on n'a pas le temps de s'en rendre compte parce que ça va super vite, du coup ça passe crème. Voilà. Donc, gardez en tête, ça arrive par le râteau, c'est entrelacé, et du coup c'est affiché sur un nombre de diodes sur ce tube cathodique. Mais alors, vous vous posez la question, c'est bien sympa Eddy tout ça, mais on est sur l'épisode dédié au framerate. Tu nous parles d'entrelacement de tube cathodique, mais quid du framerate? Eh bien j'y viens. C'est-à-dire que le tube cathodique, c'est quelque chose qu'on branche électriquement, et effectivement, de par le monde, on n'a pas les mêmes prises électriques, on n'a pas les mêmes fréquences, que ça soit pour l'électricité et que ça soit pour les rafraîchissements des écrans des tubes cathodiques. C'est pour cette raison-là, en fait, que nous avons différents framerates en fonction des différentes régions du globe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un écran de l'époque cathodique a un rafraîchissement en Hertz, et en Europe, nous avons opté à l'époque, donc via un consortium de marques illustres, souvent issus d'Allemagne, mais on avait du Brandt en France, on avait du Grundig, et ils ont mis en place un système qu'ils ont appelé le PAL, le Phase Alternate Line, voilà, donc alternance de lignes de phase, hein, c'est pas très compliqué, hein, le PAL, et le PAL se base sur des écrans de 50 Hz, et 50, voilà, donc imaginez que la fréquence de rafraîchissement c'est 50, et comme on a dit qu'on séparait les images en deux, si on divise 50 par 2, ça donne 25. Voilà. Voilà pourquoi le framerate européen, lui, est basé à 25 images par seconde. Voilà. À l'inverse, aux États-Unis, on va être donc dans le pays alors je pourrais dire anglo-saxon, mais vous verrez que le Royaume-Uni, une fois sur deux, les 3/4 du temps même, j'ai envie de dire, on retrouve du 25, alors qu'ils ont peut-être un même système de rafraîchissement que les États-Unis. Donc gardez en tête que vraiment l'Europe en elle-même c'est 25. Les États-Unis, eux, ont fait un autre choix, donc ont eu un autre type d'écran, voilà, avec un autre type de marque, et ils n'ont pas les mêmes systèmes électriques. Donc on était sur des écrans de 60 Hz, donc 60 si on divise par 2, ça fait 30. Donc ce qui donne en fait un format
voilà, qui est le NTSC, donc à 30 images par seconde. Donc ça veut dire que là, on est à peu près à une vingtaine de minutes de ce podcast, et vous venez d'entendre que pour un même produit, voilà, imaginons, pour une même demande sur un montage, ou sur une animation sur After Effects, vous allez avoir potentiellement 3 framerates possibles, et c'est-à-dire le 24 pour le cinéma, 25 pour l'Europe, et 30 pour les États-Unis, c'est-à-dire, donc vous allez avoir cinéma, PAL et NTSC. Alors qu'en est-il des autres régions ? Alors les autres régions, c'est plus ou moins unifié, il y a un troisième format, alors des fois on le trouve sous différents noms, mais ce qu'il faut comprendre avec ce format-là, c'est que c'est plutôt pour le continent asiatique, voilà. Donc celui-là, il va être soit en 29,99, soit en 23,99, donc il est vraiment très rare, et c'est vraiment un cas de figure très spécifique, qui est réservé aux gens qui vont vraiment fabriquer du contenu pour ces régions-là asiatiques. Voilà. Et globalement, pour unifier le marché, on a divisé en fait les régions du monde en 3 zones en fait. Donc le zone 1 étant NTSC, le zone 2 étant le PAL, le zone 3 étant le marché asiatique. Voilà. Ce qui explique aussi, pour ceux et celles qui m'écoutent, qui ont joué, qui jouent encore à des jeux vidéo, qui achètent du jeu, si vous tournez en fait vos boîtes, etc., vous verrez bien que votre jeu francophone est bien estampillé avec un logo 2, voilà, sur une région du globe, le zone 2, et que si vous l'achetez en version américaine, vous avez le zone 1, vous avez vraiment en fait ce découpage pour le jeu qui va être sur du framerate. Dans le cas du jeu vidéo, vous allez me dire, parce qu'il y a aussi cette notion, on va faire le comparatif, on disserte sur cette notion de framerate. On parle souvent de baisse et d'augmentation du framerate quand on joue à un jeu et qui sont des FPS supérieurs. Il ne faut pas confondre en fait les images fabriquées par la console ou balancées par le jeu sur l'écran et ce que l'écran prend lui-même en fait. Voilà, faut pas comprendre ces choses-là. Voyez votre console de jeu avec un jeu en très haut framerate comme un diffuseur historique de télévision, et qui serait lié à votre écran. C'est pour ça que des fois les gamers ne comprennent pas en fait cette norme les gamers et les gameuses ne comprennent pas cette norme de framerate vidéo qui est différente du framerate du jeu vidéo. C'est-à-dire que votre console de jeu, elle produit elle-même le framerate, c'est pour ça que vous achetez un écran qui est dédié à ce truc-là en fait. Mais cet écran ne sera pas un écran plus pour quelque chose qui est bridé par un diffuseur national de télévision. Ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Donc il faut bien faire ce distinguo-là. Donc, vous pourriez vous dire, encore une fois, à ce stade du podcast, c'est bien beau tout ça, Eddy, mais qu'est-ce qu'on prend et imaginons, on se trompe. Qu'est-ce que ça va impliquer derrière sur la diffusion ? Eh bien, ce que ça implique sur la fabrication et la diffusion, ça va être différent qu'on soit sur du rush issu d'une prise de vue réelle ou sur la fabrication d'un plan d'animation. Alors, j'ai expliqué. C'est-à-dire que s'il y a une erreur de framerate, donc admettons que vous ayez tourné, quel que soit le type de caméra, c'est-à-dire une caméra ciné, un hybride ou un téléphone portable, admettons que vous soyez jamais rentré dans les réglages et que vous ayez laissé les réglages par défaut, donc ça veut dire que automatiquement vous serez en NTSC, c'est-à-dire vous serez en 30 FPS. Donc vous tournez en 30 FPS et le cas de figure qui va nous concerner, c'est que je monte quelque chose qui va être diffusé sur une chaîne de télévision française. Donc c'est-à-dire en 25 FPS. Vous pourriez vous dire, j'ai 5 FPS de plus, donc forcément ça va être plus fluide. Eh ben non. Donc c'est-à-dire que le software va pas réussir à gérer cette information, donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire qu'il va transformer, c'est-à-dire quand il va arriver à 25, les 5 qu'il va avoir en plus, il va les dégager et il va faire ce qu'on appelle une image fantôme. Et ces images fantômes, il va vous les faire à chaque fois, toutes les secondes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez un à-coup. Vous avez la dernière image en fait qui est frisée, qui est répétée. C'est pour ça que quand vous récupérez du contenu sur le net ou ailleurs, etc., et que vous le retravaillez en montage, c'est pour ça que vous avez ces à-coups-là. Donc quand vous voyez cette espèce d'à-coup, de frise, de saccade, et souvent ça se voit sur un mouvement de caméra ample, donc panoramique ou travelling ou autre,
quand vous voyez cette chose-là, eh ben, c'est qu'il y a un problème de framerate. Alors, dans le monde professionnel, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que la chaîne, normalement, quand c'est une vraie chaîne, hein, et quand c'est pas, ne confondez pas YouTube avec une vraie chaîne de télévision, et ben, quand c'est une vraie chaîne, elle ne diffuse pas et vous n'êtes pas payé. Et quelle est votre solution derrière? Eh ben, c'est pas compliqué, vu que c'est des rushs en prise de vue réelle, il y a plusieurs options, il y en a deux. Soit on retourne, voilà, donc du coup ça va vous coûter une blinde, soit vous allez faire ce qu'on appelle un transcodage. Alors soit manuellement vous coupez toutes les images fantômes, moi je l'ai eu fait hein, sur certains montages, hein, sur des trucs de 2 minutes, quand le cadreur ou la cadreuse n'avait pas bien réglé en fait sa caméra. Soit vous optez en fait, soit par un transcodage matériel, hein, donc c'est-à-dire vous avez des transcodeurs physiques qui éliminent en fait ces images-là, ou vous avez des transcodeurs software, voilà, qui sont capables de détecter donc ces abonnements, etc. Donc vous avez différents types de solutions, mais effectivement la meilleure étant une bonne compréhension du framerate et d'unifier le process de fabrication. C'est-à-dire que quand on sait, et c'est pour ça que c'est la question primordiale, et c'est pour ça que je voulais aborder d'entrée de jeu le framerate plutôt que les résolutions, c'est-à-dire se poser la question à qui on s'adresse. Donc le destinataire, et ce destinataire-là, eh ben, c'est la diffusion. C'est-à-dire que si on est sur une diffusion ciné, eh ben, on va essayer de réfléchir à tourner dans un multiple de 24, parce que gardez aussi en tête qu'il y a aussi ces notions de framerate, la notion de framerate amène aussi les notions de ralenti et accéléré. Donc, on va faire cette petite explication sur le ralenti et l'accéléré. Donc, on va considérer que nous sommes en Europe et qu'on monte pour la télévision française. Donc, ça veut dire que vous êtes en PAL 25. Donc, ça veut dire qu'une seconde, donc une seconde jouée normalement à 100%, c'est 25 images par seconde. Donc, si on veut ralentir cette chose-là, donc si on veut ralentir, c'est une seconde, ça veut dire que ce qu'on mettait une seconde à faire, on mettra peut-être, on va prendre, moi je vous conseille comme ça quand vous faites des ralentis de réfléchir en multiplication ou en division, on va peut-être prendre 2 fois plus de temps. Donc ça veut dire que là où on voulait une seconde, on en veut 2. Donc ça veut dire que là on avait 25 images par seconde, on en a 50. Donc ça veut dire que là la vitesse, là où elle était à 100%, elle va basculer à 50%. Donc ça veut dire que si on veut faire un ralenti x2, c'est-à-dire doubler la durée, et diviser par 2 la vitesse, il va falloir réfléchir à régler sa caméra, et voir si sa caméra peut le faire en fait, de pouvoir, et c'est ça qui fait que vos smartphones, ou vos caméras, ou vos hybrides coûtent plus cher, c'est de voir si dans le logiciel interne, dans le micro-logiciel, si on est capable d'enregistrer à des framerates plus élevés, ce qu'on appelle le HFR. Donc, et toujours partir sur des multiples. Vous êtes sur une diff en 25, donc si on veut ralentir x2, on tourne en 50, et ainsi de suite. C'est pour ça que la GoPro, l'Action Cam par excellence, est très prisée, parce que là où on perd peut-être en qualité de l'optique, on va gagner sur quelque chose de très petit, et qui va pouvoir filmer dans des cadences élevées. Donc c'est-à-dire jusqu'à du 120 images par seconde, voire 200 images par seconde, et faire de ce qu'on appelle de l'ultra slow motion. Voilà. Et c'est pareil pour l'accéléré. Donc l'accéléré, en fait, c'est compresser le nombre d'images. Là où, par exemple, on avait tourné 2 secondes à 50 images, mais on voudrait que ces 2 secondes les fassent en 1 seconde, ça veut dire 25, ça veut dire qu'on va compresser les 50 en 25, mais ça permet de fluidifier. Donc si on veut des accélérés à la George Miller, qu'on peut retrouver dans Fury Road et Mad Max Furiosa, eh ben, il va falloir opter pour des caméras qui tournent à une cadence d'image du HFR élevé. Alors élevé, pas trop élevé non plus. Déjà, quand vous tournez à 50, moi c'est ce que je fais de base hein, quasiment tout le temps, comme ça au moins je me laisse la liberté de dire si je ralentis ou pas, si j'accélère ou pas. Quand vous tournez à 50, c'est déjà intéressant. Voilà, vous pouvez monter jusqu'à 100 images par seconde, c'est intéressant aussi. Donc le côté ralenti accéléré, c'est pas mal. Alors j'en vois déjà qui sont en train d'écouter, qui disent « Ouais mais attends, mec, ça on peut le faire sur les logiciels de montage. » Et erreur fatale. Donc c'est-à-dire que là, ce que vous avez demandé à un logiciel, c'est-à-dire vous êtes en 25, voilà, donc, et vous lui dites, bah, ce 25, tu le passes en 50, dans le cas d'un ralenti. Donc un ralenti en x2 sur la durée et divisé par 2 en termes de vitesse. Donc ça veut dire que vous allez passer de 25 à 50. Et elles sortent d'où les 25 supplémentaires? Bah, c'est le logiciel qui fait une interpolation.
et je suis désolé, même si vous avez... alors moi j'ai pas vu passer l'information, c'est pas encore dopé à l'IA ce truc-là, donc historiquement, ça fait des ralentis dégueulasses. C'est-à-dire que comme c'est interpolé, comme ils fabriquent des images, et que c'est pas les images d'origine, donc ils prévoient un petit peu ce que ça pourrait faire entre... Donc en gros, il prend les 25, imaginez, il les pose sur la table, il les étire, et les images intermédiaires, il les recrée à partir des précédentes. Donc ça fait quelque chose de dégueulasse. L'accéléré passe un peu mieux, mais le ralenti, vous pouvez oublier. Alors, ça m'est déjà arrivé qu'un client me le demande, alors que je lui avais bien spécifié au départ, si on tournait dans un framerate élevé pour faire du ralenti ou de l'accéléré. Ça m'est déjà arrivé qu'en cours de route, qu'en cours de production, une fois qu'on est les rushs, il se pose la question. C'est là où vous avez quand même un plugin qui interpole mais propre, donc moi je le conseille pour passer de 25 à 50, mais pas au-delà, parce qu'après c'est dégueulasse, qui est Twixtor. Et voilà, alors Twixtor c'est un beau petit billet à 500 balles, donc bon c'est une licence permanente, mais globalement quand on est sur une prod, il y a les moyens, c'est des choses qu'on facture aux clients. Donc gardez bien en tête que la question du framerate est capitale en fait. Donc c'est-à-dire que si vous êtes foiré dès le départ à la prise de vue sur le framerate, vous ferez pas de la magie au montage. Donc là on a parlé du cinéma à 24, on a parlé de la télévision, vous pourriez vous poser aussi la question qui est la suivante, c'est-à-dire alors comment ils font quand ils sortent un film au cinéma et qu'ils le passent après, par exemple, en Blu-ray, dans les différentes zones du monde. Voilà, donc c'est-à-dire en 25, en 30 et en 29,99. Eux déjà, ils ont anticipé ça. C'est-à-dire que le master, là, donc le master ciné n'est pas le même que le master Blu-ray, globalement. Donc après, ils vont, comme ils ont prévu de tourner dans des framerates supérieurs, ils ont la liberté après de pouvoir faire différents masters pour les différentes zones géographiques du monde. Voilà, donc ça c'est prévu au départ. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien le penser, voilà, d'avoir cette liberté-là aussi, de pouvoir choisir. Et ça on le verra que cette liberté du choix, elle est liée aussi, c'est un raisonnement qu'on a aussi dans la résolution, quand on règle sa résolution avant de tourner ou avant de monter et voir ce qu'on peut en faire dans les différents types de résolution. Donc là, on a vu le cas de figure ciné-télévision, qu'en est-il du web ? Alors le web, bien entendu, voilà, si vous vous posez la question de d'où ça vient, voilà. Alors même si sur vos écrans, gardez bien qu'on parle du contexte de la vidéo, même si vos écrans sont des écrans européens qui sont en PAL 25, il faut se poser la question de la moulinette, c'est-à-dire du player, de où je pose ma vidéo. Est-ce que ma vidéo, en fait, elle se retrouve sur un truc qui est fabriqué en Europe ? Les 3 quarts du temps, non. Donc c'est pour ça que souvent, ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un player externe, un player sur le net, donc de type YouTube, prenons l'exemple de YouTube, vous pouvez lui mettre et du 25 et du 30, si vous étiez planté. Ça passera. Voilà, parce que généralement, YouTube, quand il ingère votre vidéo, il fait une petite adaptation, quelque part. Voilà. Donc que vous passiez du PAL ou du NTSC, ça sera le même résultat. La seule différence, c'est que quand vous allez, admettons que vous fassiez un MP4 et que ce MP4 vous le posez sur YouTube et qu'il est en 30 images par seconde et que vous le regardez ensuite sur YouTube, sur un navigateur, sur cet écran-là, ça passera. Par contre, si vous prenez ce même MP4 qui est en 30 frames, vous avez un ordinateur portable, vous le branchez sur un vidéo proche en 25 et vous diffusez, vous aurez une saccade. Voilà. Vous voyez la nuance ? Donc c'est pour ça que il faut savoir jongler entre ces différents types de framerate et en réfléchissant toujours à la destination. La destination est importante. Donc gardez en tête que c'est vraiment 3 destinations principales. Cinéma, télévision, web. Et les 3 ont des règles différentes. Et ils s'amusent, voilà, ils jouent avec les normes de framerate dont je viens de parler, que je rappelle, qui sont le 24 fps, qui sont le 25, le 30, le 29,99 fps. Voilà. Donc on s'amuse vraiment avec ces choses-là. Maintenant, pour conclure cet épisode, parce que comme je l'ai dit avec Shot & Cut et à la différence des autres podcasts que je mène, c'est pas de vous fracasser le crâne pendant 1h30 avec des normes ultra techniques. Là, l'idée, c'est de partager en fait un savoir, des connaissances, le b.a.-ba, les bases nécessaires en fait à tout créateur en post-production et toute créatrice en post-production, afin de vous améliorer,
d'en discuter et d'élargir le débat. Et pour finir cet épisode et élargir un peu le débat, on va prendre des exemples un peu atypiques de gestion du framerate. Donc, pour ceux et celles qui vont encore au cinéma, très rarement, on vous parle du framerate. Donc on parle souvent en fait de la taille de l'image, sous différentes gammes de formats. Donc on vous parle généralement d'un 2D classique, voilà, qui va être, donc ça on en reparlera dans les résolutions, qui va être du 2K. On va avoir l'IMAX 3D, qui va être du 5K. On va avoir la 4DX, qui va être un 4K dopé, mais plutôt question audio. Et vous avez pu voir arriver, et ça c'est grâce à monsieur James Cameron. Donc voilà, James Cameron, doit-on le présenter, hein, les 2 premiers Terminator, Alien 2, peut-être le meilleur Alien, Titanic, Abyss et Avatar, les 2. Donc monsieur Cameron avait déjà fait un coup pour doper un peu les salles de cinéma avec son premier Avatar. C'est lui qui a amené la stéréoscopie, donc ce que vous appelez aujourd'hui vulgairement de la 3D, la stéréoscopie moderne, c'est lui qui l'a amené en 2009 avec Avatar. Donc lui, il a boosté, donc on y reviendra sur le cas Cameron, ça mériterait un épisode spécifique, mais côté technique en fait de ce qu'il a pu révolutionner au fur et à mesure de ses films et de sa carrière. Donc il dope ça, et en 2022, quand il propose, donc fin 2021, début 2022, pour la sortie d'Avatar 2, La Voix de l'eau, il propose que l'on voit son film en HFR. Voilà. Et le HFR, on l'avait déjà vu arriver timidement avec notamment la prélogie Le Hobbit, donc la prélogie du Seigneur des Anneaux, donc la trilogie Le Hobbit, parce que Peter Jackson avait fait déjà le choix de tourner en fait ces 3 tomes-là en 48 fps, c'est-à-dire le high framerate au cinéma, c'est le double de la cadence habituelle. Alors vous pourriez vous poser la question, pourquoi tourner dans une cadence supérieure ? Alors, quand on tourne dans une cadence supérieure, ça amène un peu plus de fluidité. On parle d'hyper-réalisme. Et c'est vrai que, si on prend l'exemple de la trilogie Le Hobbit et des 2 Avatars, leur point commun, c'est que ce sont des films qui sont tournés avec de vraies caméras 3D et projetés en stéréoscopie. Et on a pu se rendre compte que en 24 fps en stéréoscopie 3D, bon, ça va demander beaucoup d'énergie au cerveau, et du coup, pour alléger un petit peu et amener un peu plus de fluidité au signal, augmenter le framerate ne serait pas déconnant. Voilà pourquoi ils ont opté pour un double du framerate, donc c'est-à-dire ce HFR, c'est-à-dire pour rendre la 3D beaucoup plus fluide, mais à contrario, qu'est-ce qu'amène un high framerate, donc un framerate supplémentaire ? Il va amener ce qu'on appelle un hyperréalisme. Et c'est là que le bas blesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour ceux et celles qui auraient vu Avatar 2, ou même un des Hobbits en HFR, ils ont pu remarquer quelque chose, c'est que l'image est beaucoup plus nette, et on perd quelque chose qu'on avait l'habitude de voir traditionnellement dans un film, c'est-à-dire ce qu'on appelle le flou de mouvement. C'est-à-dire que quand un personnage se déplace à l'écran dans un plan fixe, ou quand la caméra panote légèrement, vous avez un léger flou. Et c'est les choses qu'on active aussi sur une compo After Effects pour se rapprocher un peu du réel. Le flou de mouvement, ce flou-là, il arrive en fait pour une raison qui est celle du 24 fps. C'est-à-dire comme il n'y a pas suffisamment d'images, on va avoir cette espèce de flou de netteté dans le mouvement. Mais si on augmente en fait le framerate, on perd ce flou-là. Et ça peut être très déstabilisant quand on regarde, et notamment quand moi j'avais vu le Hobbit, le tout premier, en salle, en HFR, c'est que on n'a plus le flou de mouvement, on s'adresse, on a un film en fait qui met des gens costumés sur des fonds verts. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que on avait l'impression que l'image perdait du grain, que c'était hyper net, et on arrivait presque à voir les raccords de colle des moustaches sur le visage. Donc le HFR nécessite donc d'être plus tatillon et plus pointilleux et de masquer autrement, parce que historiquement au cinéma on a eu l'habitude de ce flou de mouvement, et c'est un petit peu le flou de mouvement, c'est un petit peu comme quand Ridley Scott garde en fait l'alien en costume dans le premier Alien dans l'ombre en fait. Voilà. Donc l'éclairage dans les effets spéciaux prosthétiques ou animatroniques était très important parce qu'il permettait de garder le subterfuge. Là, caméra, grand angle, mouvement plein fer en HFR, ça
pardonne pas. Et c'est ce qui s'est passé pour le Hobbit, notamment en salle. L'expérience en HFR, si elle a été plus fluide, était déstabilisante. Dans le cas de La Voix de l'eau, on a un nouveau cas de figure parce que Cameron a réfléchi en fait à cette idée-là. Alors, quand je dis que Cameron a réfléchi à cette idée-là, c'est qu'il n'a pas fourni un HFR classique. On pourrait parler de variable high frame rate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a alterné 2 framerates, donc il a alterné du 24 et du 48. Et pour unifier, parce que les projecteurs ne savent pas travailler ce virtual HFR, ce variable HFR, et ben ce qu'il a fait, c'est que les plans qui étaient tournés en 24, et ben il les a doublés en fait. Voilà, donc c'est du 24 par-dessus en fait, et les autres sont vraiment en 48. Voilà, donc il y a eu du bricolage pour avoir un 48 tout le long quelque part, et c'est vrai que pour ceux et celles qui ont vu Avatar 2 en salle, c'est quand même plus digeste d'avoir une ultra fluidité, donc un HFR sur 3h20, que pas du tout. Surtout quand on est en 3D. Après, moi je l'avais dit de manière illustre, c'est quand même, c'est 3h20 en HFR 3D, c'est quand même c'est une épreuve de force quand même pour les yeux. On sort éclaté de ce genre d'expérience. Voilà. Donc, voilà un petit peu un tour d'horizon de cette norme que j'ai qualifiée de subtile, qui est le framerate, donc la cadence d'image, et retenez bien que c'est vraiment l'un des 3 critères primordiaux à prendre en compte dès le départ lors de la création de votre projet, même avant le tournage, voilà, et surtout avant le tournage. Donc je rappelle, c'est se poser la question de la cadence d'image, la question de la résolution, et la question du codage, en fait, du codec de compression. Donc, c'était le 2e épisode de Shot & Cut, et à Shot & Cut, on découpe l'image et le son. Et coupé! C'était Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son.